Bonjour, merci. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Je ne sais pas si la voix arrive à porter assez. Ouais. Je vais commencer par une chose qui me gratouille toujours dès que je l'entends. Alors, je me permets de commencer par celle-ci, c'est quand on me dit ce n'est qu'un outil. Alors, ça a commencé parce que je commence à avoir un petit peu d'âge et puis ça a commencé avec l'ordinateur. Alors, pour répondre et puis pour évoquer ce que se disait ce matin, euh, quand j'étais étudiant, on me disait de toute façon, l'ordinateur, c'est même pas la peine d'apprendre, ça n'a aucun avenir. Donc, vous voyez qu'on est toujours sur les questions rémanentes et récurrentes. Ah, je me mets juste un timing. Et l'argument qui revient systématiquement, c'est de dire ce n'est qu'un outil. Alors, évidemment, pour ce qui concerne, définir les choses semble tout à fait importante et dire que c'est qu'un outil, ça fonctionne vraiment comme un opérateur de réduction conceptuelle, en fait. Et c'est vrai qu'en qualifiant les logiciels ou les méthodes, les idées émergentes issues du monde numérique comme de simples outils, on inscrit implicitement dans une continuité technique qui serait supposée neutre, où le rôle serait strictement subordonné à l'attention humaine, sans capacité propre de transformation des pratiques. Alors, cette position n'est pas anodine parce qu'en effet, cet effet de neutralisation, dans la mesure où elle tend à minimiser l'impact réel des technologies sur les structures profondes de la discipline architecturale, et en les comparant ces instruments à des instruments traditionnels tels que le crayon et la gomme, on suggère que leur influence est limitée sur les moyens d'exécution, sans conséquence sur les modalités de conception humaine. Donc ça pose vraiment problème. Et bien évidemment, si on ouvre le cercle, c'est sans prendre en compte aussi les dimensions géopolitiques qui sont extrêmement présentes avec l'IA. Alors, c'est vrai que cette façon occulte une dimension essentielle. Alors, c'est difficile en plus de ne pas utiliser le terme outil. Et c'est un exercice intellectuel qui est tout à fait intéressant et stimulant, puisque à un moment, il faut dire, mais de quoi parle-t-on et qu'est-ce que l'on a en main? Alors, je vais utiliser par exemple le terme instrument. Euh, et donc, parce que ces instruments donc, ne se contentent pas d'augmenter la capacité d'exécution. Et d'ailleurs, souvent, on conteste cette fonction d'augmentation. Euh, Ils interviennent dans un processus de production de la pensée, dans des modalités d'analyse et dans les fonctions même de la décision. Mais il faut constater, dans les écoles d'architecture, on en a beaucoup déjà parlé depuis ce matin et en début d'après-midi, les réflexions qui sont faites sur le numérique sont encore périphériques, on va dire ça. C'est pour ça que cette journée est très importante et qu'elle demeure souvent cantonnée, malheureusement, dans des espaces spécialisés et on n'arrive pas à structurer un débat central au sein de la profession et de la pédagogie. Et cette marginalisation contribue à maintenir une forme d'inertie tant dans les pratiques professionnelles que dans les dispositifs pédagogiques. Alors, cette inertie peut être interprétée, on pourrait dire que c'est une posture conservatrice. D'ailleurs, elle se manifeste par une tendance à considérer les transformations en cours comme secondaires ou transitoires, plutôt que comme des mutations susceptibles d'affecter en profondeur les fondements de la discipline. Dans certains cas, cette posture peut même prendre une dimension réactionnaire, peut-être, oser être excessif, lorsque les innovations, en même temps, quand c'est zéro IA à Belleville, on peut dire que c'est quand même réactionnaire, sont perçues comme des menaces qu'il faut contenir plutôt que comme des phénomènes à analyser. Et pourtant, à l'échelle de la société dans son ensemble, les transformations induites par l'IA apparaissent d'ores et déjà comme structurelles. Elles sont effectives dans des domaines aussi variés que la production industrielle, les services, la recherche ou encore les industries culturelles. Et dans ce contexte, maintenir l'idée selon laquelle l'IA ne serait qu'un outil revient à ignorer en profondeur les mutations en cours. Alors, si on revient à notre environnement d'école d'architecture, c'est vrai que on peut essayer de construire une sorte de rythme décennal que l'on voit, par exemple, on peut le faire démarrer en 85, mais on pourrait le faire démarrer de façon antérieure, avec une phase CAO et puis après une phase, on va dire, plus image de synthèse, comme on disait à l'époque, une phase BIM, une phase algorithmique. Et, euh, et ce qui caractérise malgré tout ce phasage, c'est qu'il y a un décalage. Alors, je
peux pas revendiquer une étude très précise. Là, je conçois l'observation personnelle, mais un décalage d'à peu près 10 ans entre le moment où on va dire que la technologie est accessible au plus grand nombre et le moment où elle commence à être diffusée de façon massive, entre guillemets, dans les enseignements. Et donc, cet décalage est différé et il s'explique par plusieurs facteurs. Alors, on va dire les contraintes économiques, mais surtout les habitudes professionnelles, un petit peu du cadre réglementaire et surtout les dispositifs de formation. Alors, ce décalage, on va quand même le situer dans un contexte français. Bon, tout le monde ici est allé enseigner, voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même paysage selon les pays dans lesquels on se trouve, et que ce décalage se manifeste différemment. Mais on va dire que depuis le 30 novembre 2022, c'est vrai qu'on a une espèce de borne à ce moment-là. La rupture est vraiment forte, donc il y a une rupture dynamique qui se met en place. Et pour la première fois, une technologie d'intelligence artificielle avancée, on va dire, devenue accessible à un très large public sans nécessiter de compétences techniques spécifiques, apparaît au plus grand nombre. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs phénomènes à observer. Et en premier, il y a une question de perception. L'IA qui était vraiment confinée dans des environnements techniques et technologiques particuliers n'est plus perçue comme telle. Ce n'est plus un objet lointain, réservé à des domaines spécialisés, mais quelque chose qui arrive dans le quotidien de chacun et qui peut s'intégrer dans les pratiques ordinaires. Donc, à ce moment-là, encore une fois, on ne peut plus dire que l'IA n'est qu'un outil ou n'est plus un outil, mais bien une question secondaire, mais bien quelque chose d'important dont il s'agit de saisir la nature. Alors, est-ce que c'est un compagnon, dont certains parlent d'assistant, etc. Et justement, la définition de ce vocabulaire peut-être est plus un miroir de la personne qui l'utilise qu'autre chose. Alors, il y a un phénomène qui se passe dans les innovations technologiques qui est observé depuis longtemps, qui est celui de justement alors on a focalisé l'attention sur cette émergence qui a créé un effet de sidération, donc le 30 novembre 2022. Et puis, ça a suscité tout un tas de débats avec vraiment une attention focalisée sur les performances. Vous vous souvenez, on disait, ah oui, le texte est mal formé, tel personnage a 6 doigts, etc. Donc, il y avait beaucoup de... Et chacun a pris position vis-à-vis de ce sujet. Alors, les réactions critiques se sont souvent appuyées sur des expériences d'usage limitées, c'est-à-dire qu'on essayait rapidement et puis après, on se faisait des grandes théories. Et les premiers tests étaient parfois réalisés dans des conditions peu rigoureuses et ça amenait, on le voit et on entend encore, des jugements hâtifs, souvent fondés sur des résultats partiels ou mal interprétés. Et parmi les critiques les plus formulées, donc, se trouvaient des arguments relatifs à la fiabilité des résultats, au plagiat, on l'a évoqué ce matin, ou au biais, ou encore à l'exploitation de contenus existants, donc pillage des données. Mais souvent, les critiques sont fondées sous des compréhensions incomplètes des systèmes, et puis, ou alors une utilisation inadéquate. En tout cas, ce qui se passe, ça a créé un premier phénomène de sidération, et puis après, un deuxième moment où finalement, on entend parfois du « ah oui, tout ça pour ça ». Donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est très très bien décrit dans la courbe d'Amara, où on a cette pointe comme ça de fascination, puis après une espèce de dégringolade avec un scepticisme et un rejet. Et puis ensuite, en fait, il y a une remontée de cette courbe, une stabilisation. Et cette remontée, elle peut être dangereuse si on ne suit pas justement le mouvement et qu'on reste en bas de la courbe, si je puis dire. Alors, c'est vrai que actuellement, on est dans cette phase intermédiaire où coexiste la fascination, le scepticisme, parfois le désintérêt ou le rejet global. Un élément qui est particulièrement important à noter quand même, c'est que pour l'instant, ces IA sont visibles. Et donc, la visibilité actuelle des agences artificielles fait que ces technologies sont d'une certaine manière identifiables. On peut voir à peu près où elles sont. On va dire que les effets sont observables.
Mais évidemment, cette situation va évoluer et évolue déjà, et déjà en cours d'évolution très très forte. À mesure que ces technologies se diffusent, elles tendent à devenir invisibles et à être intégrées dans des systèmes plus larges. Et puis, on voit déjà le cas dans Photoshop et arrivé dans Revit, par exemple, où finalement, ce qui relevait d'un traitement un peu laborieux, maintenant se fait de façon un peu magique et sans qu'on ait besoin de savoir comment. Alors, ce côté effectivement invisible peut être aussi une forme d'opacité, de savoir comment tout ça fonctionne. Et, euh, et donc, on a bien tous ces objets dans notre quotidien. Enfin, on a bien de l'IA dans nos objets du quotidien, dans nos smartphones. Souvent, prenez maintenant un appareil analogique, faites une photo dans les mêmes conditions, enfin, dans les mêmes conditions de lumière ou d'ambiance, et puis faites la même chose avec le smartphone, et on voit tout de suite les résultats. Bien sûr, c'est dans le streaming, dans les moteurs de recherche, dans la navigation, etc. Et, euh, et, euh, voilà. Alors, il y a quelques déterminants importants, on va dire, à l'échelle macro, et puis on va pouvoir les citer aussi à une échelle méso. À l'échelle maso aussi, oui. À l'échelle macro, alors on évoque évidemment les grands changements économiques. Alors on va parler des systèmes schumpeteriens avec l'extraction-création d'emplois. Effectivement, des activités vont disparaître, mais elles vont être remplacées par d'autres. Et puis, vous avez plein d'exemples qui vous sont donnés, comme le ramasseur de crottin ou autre chose. Et puis, vous avez évidemment une dimension géopolitique très, très forte et que j'aborde pas du tout, mais qui est extrêmement présente. Et puis, un phénomène anthropologique, malgré tout, qui est, alors on le dit parfois pour la première fois, peut-être, on a un dispositif qui concurrence les capacités humaines. Alors, je ne veux pas utiliser le terme intelligence, évidemment, puisque en fait, il y a des termes comme ça, Guillaume l'a un peu évoqué tout à l'heure, qui, euh, euh, qui stérilisent la discussion. Si on se demande intelligence, pas intelligence, au bout d'un moment, on finit par tourner en rond et puis alors, on va parler de capacité et ça va très bien aller. Et puis après, il y a les trois autres déterminants qui nous concernent à notre petite échelle, c'est l'accélération des processus, la massification des données et puis le langage naturel. Alors, on est quand même dans une problématique structurelle de la profession, et ça, c'est un élément majeur pour essayer de dresser le paysage global, puisque la profession d'architecte est caractérisée quand même par une forme de fragmentation du tissu professionnel, avec un très très grand nombre de petites agences. Et ces petites agences ont une limite, une capacité limitée d'investissement et ça rend beaucoup plus difficile la mutualisation des ressources. Il y a aussi des contraintes économiques qui sont relativement significatives et les agences donc possèdent une marge financière réduite, ce qui peut limiter leur capacité dans l'innovation et une forme de comment dirais-je, d'enfermement dans des dispositifs de technologie avancée, comme le BIM, par exemple. L'abonnement à Revit coûte extrêmement cher pour les agences. Et donc, pour ça, la question de l'IA devient un sujet assez problématique. Elle l'est d'autant plus quand, j'en ai discuté avec Laetitia ce matin en démarrage de conférence, quand il s'agit de passer de systèmes qui sont en ligne et on va dire grand public à des systèmes open source qui seraient mieux adaptés, on va dire, au fonctionnement d'une agence et puis éthiquement parlant plus intéressante, écologiquement plus intéressante, etc. Mais qui réclament une machine pour les faire fonctionner plutôt importante, puisque en fait, pour faire fonctionner un config UI, par exemple, il faut plutôt avoir une RTX avec 16 Go de RAM minimum. Et à l'heure actuelle, si vous allez au marché acheter ça, bah, vous allez voir que ça coûte une petite fortune. Donc, euh, alors, il y a un autre problème structurel, c'est le processus de décision, les décisions stratégiques se prennent de plus en plus en amont et par d'autres acteurs que les architectes, ce qui fait qu'il y a un déplacement de gravité de la décision. Alors, on a déjà observé ce phénomène, on l'évoquait avec Vanessa tout à l'heure,
quand à la fin des années 90, il a fallu passer au format DWG pour rendre les concours. Et en fait, l'informatisation des agences à cette époque-là s'est faite sous cette contrainte. Euh, alors, c'est vrai que euh, dans les conclusions à faire, mais ça je vais aller rapidement parce que ça a déjà été dit, on passe quand même d'une logique déterministe, c'est-à-dire un programme a été programmé pour faire une certaine fonction, ça suit cette propre logique, les IA sont pas dans une logique déterministe et ça modifie quand même pas mal l'appréhension que l'on peut avoir euh, euh, par rapport à l'outil. Ah, ça y est, je suis piégé. Et donc, une première contrainte, c'est que, évidemment, dans les logiciels classiques, il faut réussir à maîtriser l'interface. Donc, on est contraint de savoir retrouver le bouton là où il se trouve, alors que dans les intelligences artificielles génératives, finalement, il y a une rupture fondamentale. Ça ne fonctionne pas sur une logique d'exécution stricte, même si on sait qu'à l'usage, après, il va falloir mettre en place, et on l'a vu ce matin aussi, une sorte de protocole pour que ça fonctionne mieux. Mais malgré tout, on n'est pas dans la même logique. Si bien que, en fait, on a des résultats que l'on essaie d'avoir dans une génération contextuelle qui dépend à la fois des données d'entraînement, donc quel modèle on va utiliser, et par la formulation de la requête. Alors, il y a quelque chose que l'on pourrait appeler le chemin de l'énonciation, qui devient une distinction essentielle. Et le chemin de l'énonciation fait que l'on va falloir construire une requête capable de générer un résultat pertinent. Et on évoquait les premières l'âge un peu héroïque en 2022 là. Et à cette époque, moi, je demandais par exemple à des étudiants de reproduire visuellement leur projet d'archi qu'ils avaient fait par ailleurs. Et on voyait bien que s'ils n'avaient pas le résultat ou s'ils comptaient ou si le résultat était franchement différent, ça n'était pas une question d'IA qui ne fonctionnait pas, c'était quand même la capacité ou pas qu'ils avaient de dénoter correctement leur projet et d'en décrire précisément les caractéristiques. Alors, cette question de relation avec quelque chose qui décrit un processus par rapport à quelque chose qui l'est moins, on peut le retrouver déjà à l'époque avec Flusser et puis l'histoire de la photographie. Et d'ailleurs, se reporter à l'histoire de la photographie est tout à fait passionnant pour superposer, en fait, à la fois au niveau esthétique, au niveau politique, au niveau social, justement, l'émergence de la photographie dans la société du 19e siècle. Alors, les grands déterminants que l'on va pouvoir noter vont être en premier l'accélération des tâches. On a commencé à voir ici et là ce matin, ça a été évoqué. Et c'est vrai que dans un modèle économique qui est fondé sur le temps passé, la transformation pose un problème structurel. En effet, on ne peut pas indexer une rémunération, par exemple, ou une valeur sur un temps passé. Et surtout si ce temps commence à diminuer. Et évidemment, l'IA amplifie ce phénomène dans des proportions inédites. On a aussi cette transformation déplace la valeur. Et puis, les bénéfices, malgré tout, que l'on peut observer, vont être notés et mesurés selon plusieurs dimensions. L'efficacité, par exemple, l'efficience, l'équité ou l'impact économique. En fait, ce n'est plus de l'émetteur, c'est le récepteur qui évalue la valeur. C'est là où il y a un basculement. On ne détermine plus la valeur dans la façon dont la fabrication se fait, mais dans la façon dont elle est perçue et reçue par les personnes concernées. Le deuxième déterminant fort, c'est la massification des données. Et le nombre d'itérations, alors le nombre de données utilisées pour entraîner, et puis après le nombre de résultats que l'on peut produire, sont tout à fait fascinants. Alors, on peut quand même décrire les projets architecturaux qui sont caractérisés par leur complexité. Et Herbert Simon va les décrire comme étant des problèmes mal structurés. En fait, souvent, on a effectivement d'une formulation imprécise, des enjeux antagonistes et des solutions qui sont concurrentielles. Mais la massification des données aussi
va permettre d'intégrer un plus grand nombre de variables dans le processus du projet et peut-être favoriser un passage pour une logique déductive vers une logique inductive, c'est-à-dire que plutôt que de suivre un chemin de projet qui va essayer de régler pas à pas les solutions, on fait rentrer beaucoup de problématiques à l'entrée et puis on voit à peu près comment les choses se dessinent et c'est dans ce nuage finalement de données que l'on arrive petit à petit à déterminer une solution. Alors c'est vrai que pour l'opérateur, ben, ça veut dire que en fait, on change aussi de concept, c'est-à-dire qu'on va peut-être plus parler d'optimisation. Et là encore, c'est intéressant de sortir de ce terme-là. Et Herbert Simon encore lui, va parler de satisfaction. Donc, plutôt que d'optimiser ce que l'on a, on va voir si le résultat est satisfaisant. Alors, le BIM nous a un petit peu préparé à ça, mais il faut monter du niveau 7, 6D, 7D, pour faire en sorte que le BIM réussisse à embarquer toutes ces dimensions. Alors, le point le plus descriptif, vous savez, l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Donc, effectivement, là, tout se renoue autour du Verbe. Oui, oui. Et le langage naturel, donc le NLP, va faire en sorte que la conception va se rabattre complètement sur une formulation verbale, mais Xavier après va nous ouvrir une autre voie et on a vu dans les présentations précédentes justement comment elles peuvent se manifester. Alors, c'est vrai que ça change complètement la relation entre l'humain et la machine, puisque auparavant, on était, alors que ce soit pour l'utilisation des logiciels que pour des compétences spécifiques, on était sur l'apprentissage d'un langage, même parfois d'un vocabulaire propre à une profession, un savoir propre à on pourrait presque dire une franca lingua, oui, une langue propre à une profession. Et maintenant, avec le langage naturel, finalement, ces professions s'ouvrent au langage naturel, ou en tout cas, on a des résultats qui sont issus, qui sont pertinents, alors qu'ils sont exprimés non pas dans cette langue spécifique mais dans le langage naturel. Donc, par rapport à ça, l'utilisateur peut interagir avec un système en utilisant son propre langage. Il n'a pas besoin d'utiliser un vocabulaire spécifique. C'est vrai que dans un premier temps, ça veut dire qu'on va avoir un accès démocratisé aux outils de conception. Ah, j'ai des petits encore. Et évidemment, ça modifie la nature de la compétence. Et il y a une forme de simplification apparente, mais cette simplification apparente, elle ne doit pas masquer la complexité qui est sous-jacente. Et en fait, malgré tout, les compétences qui restent à maintenir, et ça, c'est un de nos défis pédagogiques, à maintenir pour pouvoir faire fonctionner cette simplicité apparente. En tout cas, ça transforme la nature de l'expertise en mettant l'accent sur la capacité d'énonciation et de conceptualisation par rapport à quelque chose qui était auparavant vraiment déterminé par ça. Alors, ces phénomènes, on va les observer chez les architectes, on les observe déjà très très fortement chez les médecins, chez les avocats et dans d'autres professions encore autour de nous. Alors, un des dangers, effectivement, c'est le paradoxe de la simplicité et d'obtenir des choses qui finissent par se ressembler. C'est souvent la critique que l'on fait. Ben, finalement, on finit par retomber. Alors, on va dire, évidemment, si c'est entraîné avec les mêmes données, c'est normal que si on essaie d'obtenir le meilleur résultat, on finisse par converger vers quelque chose. Mais il y a il y a un danger là-dessus. Alors, le premier, cette simplicité, ça s'appelle la commoditisation. Et en fait, ça peut nous faire penser à Walter Benjamin, qui déjà à l'époque, et encore une fois avec la relation à la photographie, nous demandait comment la photographie pouvait opérer une perte dans l'aura de l'œuvre d'art, sur le fait qu'elle n'était plus unique et, euh, et qu'elle était reproductible. Alors là, on a non seulement elle n'est plus unique, mais en plus elle est reproductible à l'infini, mais avec des variations en plus. Alors là, ça pose un double problème de multiplicité et d'unicité. Alors c'est vrai que la valeur se déplace maintenant, la production est intégrée, elle est interprétée, elle est utilisée, et puis on peut regarder comment
ça se transforme et ça ne se transforme pas de façon homogène. Et là, on est dans une problématique qui nous retouche aussi au niveau pédagogique, c'est-à-dire que on peut imaginer des espèces de cercles concentriques. Alors, c'est inspiré d'un schéma qui avait été créé pour l'horloge du long lendemain, où en fait on met en phase à un moment donné, on dit ben, voilà, on a toutes nos problématiques qui sont bien alignées, on a l'IA générative, l'équipement, les usages, formation interne, les pratiques, la formation des écoles, hop, tout le monde est sur la même ligne de départ, sauf que les cercles ils tournent pas à la même vitesse. Et l'IA générative évolue très très vite, inutile de vous le dire, vous savez comme moi. Et puis l'équipement ben, doit suivre également, c'est de l'investissement. Les usages, pareil, il faut repenser de nouveaux usages, les formations, les pratiques qui vont avec, et l'école qui essaie de s'adapter à ça. Et on a déjà dit tout à l'heure que c'était pas du tout facile. Donc, alors, on peut regarder si on peut essayer de dresser une cartographie de ce déplacement. Alors, idéalement, on commence à voir que la valeur peut se déplacer en amont du projet, finalement, et les valeurs amont et les cas d'usage qui fonctionnent très très bien, en tout cas, sont en programmation. Nous, on en fait beaucoup avec ma doctorante, on fait pas mal de cas d'usage. Et la programmation est vraiment un terrain excellent pour déployer toute la force des IA génératives, que ce soit texte, image, etc. Euh, alors, il y a des dimensions relationnelles à l'intérieur des métiers et de plus en plus, on parle, j'avais assisté à une conférence où on commençait à dire que les soft skills devenaient les qualités principales à rechercher quand on commence à finalement niveler, alors par le haut, par le bas, pour moyen, je ne sais pas, vous me direz, les compétences et les connaissances parce qu'elles sont accessibles tout de suite, ben, les qualités de relations humaines deviennent fondamentales. Et puis, il y a évidemment une capacité d'évaluer et de sélection, là, qui devient aussi déterminante pour la suite. Euh, et puis, on a des questions de temporalité qui changent. Avec des exécutions rapides, on va dire, la temporalité longue, finalement, peut-être paradoxalement, retrouve tout son intérêt de travailler et faire, de montrer comment l'impact à long terme, finalement, est traité et considéré dans l'analyse de la question. Alors, évidemment, il y a une valeur très très forte qui se pèse maintenant sur la structuration et la maîtrise des données, et puis une autre valeur encore vers l'organisation, vers l'innovation organisationnelle, qui est difficile à dire pour moi. Alors, c'est vrai que comment réussir à ouais, normalement, c'est bon. Comment arriver à intégrer ça dans les agences? On voit souvent, alors que ce soit les agences d'architecture ou les plus grandes agences, on voit qu'il y a souvent une volonté du patron de dire, ben, on va mettre en place une formation, on va acheter le matériel, on va s'abonner comme ça. Et puis, ça marche pas toujours aussi bien que. En revanche, il a été observé qu'il existe souvent au sein des structures des personnes un peu particulières. Il se trouve qu'elles auraient un profil psychologique. Je ne sais pas si on peut se reconnaître, les geeks, un peu Asperger, les HPI, tout ça. En fait, ce sont des personnes qui ont des profils particuliers qui se disent, quand j'ai un problème, je vais le résoudre. Je ne cherche pas à demander à quelqu'un d'autre comment le résoudre. Je cherche moi-même la solution. Je trouve la solution. Et l'IA, pour eux, c'était une ouverture extraordinaire parce qu'ils arrivaient à résoudre tout un tas de sujets. Et en fait, ces personnes peuvent être ensuite des créatrices de cas d'usage et les diffuser. Et j'ai lu que Microsoft commençait à repérer ces personnes-là et a fait monter les proportions de ses employés dans ces structures jusqu'à 50%, 51%, pour faire en sorte qu'il y ait justement cette dynamique d'innovation et cette passation, parce qu'après, ces personnes sont capables de faire passer. Alors, c'est vrai que pour les archis, il y a quelques fondamentaux qui doivent être revus. Alors, l'Ordre des architectes réfléchit beaucoup en ce moment sur des questions de responsabilité, d'éthique. On parlait du plagiat tout à l'heure. Ben, comment gérer cette question-là? Il y a des assurances. On a eu une thèse dernièrement sur la question de l'assurance. Vous savez que les assurances sont capables maintenant, en tout cas,
ça en prend le chemin, de repérer très très tôt les situations à risque, potentiellement à risque, avant même que l'édifice soit construit. Donc, connaissant l'environnement, connaissant l'histoire du site, connaissant les modes de construction, connaissant les entreprises présentes, connaissant les bureaux d'études et d'architecture, on peut savoir si ça ira ou si avant 10 ans, on sera obligé de passer par la décennale. Et donc, ça, c'est c'est un sujet qui est vraiment chaud là pour le moment. Alors, pour conclure, en fait, c'est vrai qu'on peut y avoir une tentation du bio. On a entendu, comme donc à Belleville, pas d'IA. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu vain, on l'a dit, parce qu'en fait, l'IA est déjà partout. Et après, on pourrait reprocher aux agences tout simplement de dire, ben, OK, vous n'utilisez pas l'IA, mais peut-être que des problèmes complexes n'ont pas été bien résolus et que si vous aviez utilisé l'IA, ben, vous auriez réussi. Peut-être que ça manque un peu d'innovation, peut-être de réactivité. On sait qu'il y a une charge qui est déjà présente sur l'exécution des tâches et ces charges augmentent. Et en plus, si on a une perception de rapidité d'exécution et qu'on n'est pas capable de mettre en face la réponse correspondante, ça va être compliqué. Alors pour conclure, en fait, on pourrait se poser la question, une fois l'étudiant m'a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Je lui dis, ben, déjà pense, qu'est-ce que tu sais faire toi que l'IA ne sait pas faire pour le moment? On va dire ça comme ça. Mais disons, pense à ça déjà, qu'est-ce que tu sais toi faire que l'IA ne sait pas faire? Alors c'est vrai que il y a un article du Monde, Philippe nous l'a montré tout à l'heure, où la professeure d'architecte, l'article du Monde est d'aujourd'hui ou d'hier, voilà, où la professeure d'architecte était en tête de liste des professions à risque avec les ingénieurs. Euh, mais en même temps, c'est un peu rapide et peut-être pour avoir un petit peu plus, pas sortir avec une note pessimiste. On pourrait se dire encore une fois que c'est une question de vocabulaire, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un outil, c'est pas le bon vocabulaire. De dire, est-ce que c'est le métier ou est-ce que c'est la profession? Et de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de certains métiers de l'architecture qui risquent de disparaître ou la profession qui risque de disparaître? En fait, si on parle de la profession, c'est moins certain. Les métiers vont se transformer. La profession, elle garantit en tout cas une fonction ordinale de l'architecte et elle, c'est quand même quelque chose qu'il s'agit de maintenir. Voilà. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une conclusion. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Laurent. Xavier, regarde. T'as la petite télécommande. Piloter toi-même les diapos. Non, je te l'ai dit. Il vient d'être dit quelque chose d'intéressant sur l'avenir de la profession ou du métier. Enfin, c'est quand même très curieux parce que c'est quand même le parent pauvre de l'IA aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces outils ne sont absolument pas des outils IA-friendly. Ils ne sont pas faits pour vous. Pourquoi ça serait le premier en tête de liste qui serait à disparaître alors qu'aucun de ces outils, on aurait dit les médecins parce qu'il y a déjà des outils de diagnostic, spécialement pour les architectes. Bon, je laisse ça comme ça à votre réflexion. Deuxième chose, rien à voir, hein, vous allez voir, je suis un peu comme ça. 60% de notre boîte crânienne, elle est remplie de quoi d'après vous? D'images. Les neurones, ils sont stimulés quand on fait des flashs comme ça, qu'on regarde dans cette thérapie. 60% c'est des images, la vidéo, ça. Comme ça. Le langage, c'est un petit peu moins, c'est beaucoup moins d'ailleurs. Mais l'air visuel, le cortex visuel, tout ce qui sert à penser par la vision, par tout ce qu'on a, emmagasiné d'images, tout ça, c'est 60% d'activation des neurones et des synapses. Du coup, ça vous donne une idée pourquoi l'image est tellement importante dans nos vies. Et bien évidemment, ben voilà, ça c'est une question intéressante quand même. Finalement, une grande partie de nos volumes neuronales soit consacrée à ça. Alors, j'en viens maintenant, ça c'était mes deux réflexions préliminaires. J'en viens maintenant donc à ce. Peut-être me mettre là. Un autre sujet. Donc, génération d'images grâce aux approches structurelles et interprétatives de l'IA. Je vais détailler ce que j'entends par là. Vous avez un traitement droite et gauche sur les images là, qui montre un petit peu ce que j'entends par structurel et interprétatif.
Le structurel, c'est l'image de gauche, c'est une image qui est un petit peu sale, qui n'a pas été bien finie. Alors pourquoi les structurels, on verra après, mais voilà. Et c'est dommage, la qualité n'est pas télé là-dessus, mais vous le verrez sur le papier ou sur le PDF en ligne. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est qu'on a produit un générateur d'IA, bien évidemment, qui produit ce type d'image, puis en fait, on essaye de les interpréter. Et là, la porte est ouverte parce qu'il y a beaucoup de choses pour interpréter. Alors, les contextes. Donc, on est dans le cadre de l'idéation la plupart du temps. Voilà, on va faire de l'exploration visuelle, d'ambiance, de contexte, de concept nouveau. Ça, j'allais dire, tout le monde est dedans depuis ce matin. J'ai rien entendu de nouveau sur cette question. Créer du contenu de sens avec une collection limitée d'images. Ça, c'est un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. Pourquoi limité? Parce que aujourd'hui, les outils que vous utilisez, et nous tous et le monde entier, ont été entraînés sur des millions d'images au départ, voire des milliards maintenant aujourd'hui. Ils s'entraînent eux-mêmes d'ailleurs plus besoin de faire grand-chose au niveau des annotations, mais au départ, il a bien fallu les annoter. Parce que piloter par du langage, ça suppose avoir un outil. Bon, tout un tas de problématiques derrière. L'utilisateur, donc, dans mon contexte ici, il va fabriquer sa base de données. Il va choisir ses images, les collections avec lesquelles il va travailler. C'est des images faisant sens pour lui, style, structure, environnement, etc., type de rendu. Il va prendre toutes les images de tasse. Alors, moi, dans l'optique d'aujourd'hui, je vais vous montrer des perspectives architecturales et urbaines avec un peu de paysage, un peu de décoration, je prendrai le mot comme ça, qui sont à peu près à hauteur d'homme. Donc, voilà, vous êtes à peu près au niveau d'une rue, vous voyez le bâtiment ou les bâtiments qui sont devant. Ce n'est pas des perspectives obliques vues d'avion, ça n'a rien à voir. Une chose qui est très importante, le Graal, c'est quoi, finalement, dans tout ça? Et c'est ce que nous vendent les gens des technologies aujourd'hui, c'est un modèle universel d'image. On voudrait avoir mis dans une espèce de boîte neuronale, comme me rappelait Jean-Pierre ce matin, qui est un modèle finalement neuromimétique, enfin qui est issu de la biologie, donc d'inspiration biologique, finalement un système qui soit capable de reproduire n'importe quel type d'image. Et puis il y a des gens très malins qui ont dit c'est génial, on va arriver, vous allez voir, avec du langage, vous allez faire ça. Il y a des petites critiques là-dessus, je vais y venir. La principale question que je soulève aujourd'hui, quant à avoir utilisé une collection limitée d'images, c'est la suivante. Quelle puissance générative se cache dans une collection de quelques milliers d'images seulement, sachant qu'il y a un travail intéressant qui a été publié en 2023 dans une conférence d'informatique de haut niveau, qui disait si une image vaut mieux que 1000 mots, et moi je pose la question, alors qu'en est-il de milliers d'images? Une image vaut mieux que 1000 mots. Personne disait ça sert à rien d'essayer de nous décrire tout, montrer l'image, je dirais, beaucoup plus parlant. Alors, quand on en a quelques milliers, qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre? Suivante, s'il te plaît. Alors, derrière, je convoque trois fondements, trois fondements théoriques. Je vais être modeste, j'en ai pris un, mais bon, c'est pas grave. Le premier, donc, il serait dû donc à des travaux d'Alexander et Sally Garros, deux personnages dont l'un est mort et l'autre est encore vivant, architectes, mathématiciens, ils ont tout fait. On appelle ça des polymathes, des gens qui touchent un peu à tout et qui ont un bon niveau là-dessus. Donc il y a eu des travaux sur la complexité organisée dans le monde de la nature notamment, de l'architecture, et donc qui lie les techniques d'exception adaptative pour relier harmonieusement une structure globale et des échelles de détail. Tiens, on y vient, à cette histoire de structure et d'échelle de finition. Deuxième référence, Yann Lequin. Alors, si vous ne connaissez pas Yann Lequin, c'est dommage, parce que c'est quand même le grand français qui a presque à l'origine du deep learning, donc l'apprentissage profond. Je ne vous raconterai pas son histoire, elle est extrêmement intéressante. Yann Lequin, voilà, il a fait une conférence, des références un petit peu plus loin, qui dit le monde est complexe, hiérarchisé et compositionnel. Et on l'utilise tous les jours. C'est ça. Quand vous faites de l'architecture, vous êtes dans la compositionnalité. Donc cet apprentissage profond qu'on appelle deep learning aujourd'hui, qui est la base des outils qu'on appelle IA en étant gentil, parce qu'il y a aussi l'IA symbolique, il y a l'IA analytique, il y a l'IA générative, il y a l'IA prédictive, enfin bon, on est dans le génératif basé sur des neurones. Eh bien, c'est une IA compositionnelle qui utilise l'apprentissage profond, donc des réseaux de millions, milliards de neurones et de synapses, qui sont des éponges en fait à complexité. Ils sont capables de créer des nuages à partir de sémantiques textuelles, images, textes, audio, tout ce que vous voulez, on peut arriver à apprendre ça. Voilà. Elle capte de la complexité à tous les niveaux. Et puis dans mon HDR, alors, je ne vais pas lire ça maintenant, mais j'avais fait quand même toute une partie sur l'approche structurelle forte nécessaire pour l'innovation. Tu mens? Ça n'a pas marché?
Et voilà. Voilà. Alors, ça, c'est la slide un peu phare, dans laquelle je vais un petit peu lâcher des choses que j'avais envie de dire quand même depuis un certain temps, et qu'on retrouve bien évidemment dans la littérature plutôt des informaticiens. Bon, le constat, c'est qu'il y a une forte domination des outils texte ou image. Ça, vous en êtes aperçu, puisque tout le monde en a parlé, de type Midjourney, Stable Diffusion, qui dépendent donc de consignes sémantiques. Quand on dit sémantique, c'est pas toujours du texte, ça peut être de l'image et ça peut être d'autres moyens en gros, de donner du sens. Mais notre époque, elle est dans la fascination du contrôle. Alors là, ne me dites pas que je ne sais pas, c'est évident. On aime bien donner des ordres à n'importe qui, à n'importe quoi, et à commencer par des machines. Et ça fait du bien parce qu'on croit qu'on a la maîtrise des choses. Et si on n'est pas une époque qui est fascinée par l'optimisation depuis un siècle, on va dire. Mais bon, voilà. Donc on en est là, hein. Et c'est un drame, bien évidemment, parce que la nature n'a jamais optimisé quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on nous raconte. Elle rend les choses viables, ce qui est d'ailleurs pas mal. Mais bon, voilà. Et les hommes veulent toujours optimiser. Alors, on a décidé d'optimiser, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas dit la vérité aux gens. On leur a pas dit qu'il y a des limites mathématiques, que la dimension des textes est insuffisante pour contrôler notamment la nature des images, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicate. Donc, en gros, c'est pas la peine de plonger les textes dans les images pour les adresser, vous n'y arriverez pas. Même si vous décriviez chaque pixel de manière unique, ce serait compliqué à faire, vous n'auriez pas la capacité de le faire. Donc, il y a une limite mathématique et déjà, c'est rédhibitoire. Bon. Ensuite, il y a des limites techniques. Pour équilibrer détails précis et vision d'ensemble, donc l'ingénierie des requêtes, on brandit comme étant l'ingénierie du moment, on forme des gens, il y a des cours, etc., pour apprendre à écrire le prompt magique qui va bien marcher, etc. Tintin, à mon avis, j'y crois pas du tout, parce qu'au bout d'un moment, vous allez trouver des choses que vous ne pourrez pas décrire. Je ne parle même pas de décrire ce qui est à l'intérieur de nos cœurs, de nos têtes, de nos émotions, etc. On parle juste de trucs très factuels, des images, des textes, des objets visuels. Il y a des limites techniques là-dessus. Il y a un biais cognitif. Ces images, il a bien fallu les décrire. Qui a fait ça? Dans quelle langue? Avec quelle connaissance? S'ils étaient intelligents, s'ils étaient moins intelligents, on leur a donné en général un Canva avec des mots, on leur a dit voilà, tu annotes, etc. Ça s'est fait pendant quelques années, ça coûtait pas grand-chose parce qu'on a pris les pauvres pour faire ça, mais ça a quand même coûté des yeux et de la beurre. Enfin bref, je lâche là-dessus. Voilà, donc quand même, c'est une question qui est posée. Et puis bien évidemment, la question du temps court qui a été évoquée. On se retrouve souvent dans la contrainte d'accepter prématurément des résultats livrés par ces IA. Est-ce qu'on peut faire mieux? Question suivante. Donc, je vous propose une méthode qui est pas novatrice en soi, qui vaut le coup d'être, au moins on a testé, on l'a mis au point. C'est finalement, de développer une accélérative fluente et non supervisée par le texte. En fait, on n'a pas besoin de texte. Bien sûr, si je veux demander à un ordinateur de proposer telle image sur tel objet et que je veux pas comparer, oui, vous avez besoin du texte. Mais moi, la question qui est posée, rappelez-vous, au début, qu'est-ce que je veux faire avec un millier d'images qui me plaisent, que j'ai sélectionné, que j'ai trié, c'est ça la question. Enfin, je parle de cette collection. Et donc, j'ai mis au point donc, une méthode qui conjugue deux modèles d'IA générative, travaillant donc d'image à image, on appelle ça le I2I, pas le texte, I2I. Une première phase va être structuraliste, elle se charge donc de générer l'ossature de représentation, et on va utiliser un GAN, pour ça j'en parle un petit peu après. Et la deuxième, elle va être adaptative, elle va gérer l'enrichissement, l'interprétation, l'enhancement, comme on dit dans la littérature, le jargon. Donc les détails, la finition, la super résolution, le mot d'ornamento qui avait été utilisé tout à l'heure. Donc ce processus en 2 temps, il va se faire sur une base d'entraînement très modeste, quelques milliers d'images. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est quand même pas facile de réunir un millier d'images comme ça, je ne vais pas les choper au hasard sur Internet. Non, c'est pas exactement comme ça qu'on va faire, mais globalement, c'est le principe. Donc chaque réseau, il y en a deux, va traiter une gamme spécifique d'échelle. Le premier donc, va s'intéresser plutôt aux basses fréquences, c'est l'ossature. Et le deuxième va nous rajouter tout ce qu'il faut pour que l'image soit plus jolie, plus friendly, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a unicité, bien évidemment. Voilà. Donc là, derrière, il y a une notion qu'on j'ai pas trop entendu ce matin, mais qui est la notion de transfert de style. C'est-à-dire, quelqu'un pour prononcer le mot de LoRa, le Low Rank Adaptation. Low Rank Adaptation, c'est une technique qui permet donc d'ajuster des poids dans un réseau pour s'adapter à un contenu particulier, pour pouvoir notamment transférer un style. Je veux telle scène représentée à la mode de tel manga, de tel auteur. On va faire un LoRa pris sur quelques centaines, milliers d'images maximum, et on transfère ça. Ça, c'est du transfert de style. Là, quand on parle d'enrichissement, on parle d'une image qui est proposée avec une petite résolution. Elle peut être sale, dégradée, mal finie, comme j'ai entendu ce matin, plein de gens dire, oui, c'est pas toujours propre. Et puis, en fait, à la fin, on obtient un contenu un petit peu plus précis.
Alors, la structure. Alors, j'ai utilisé un outil de NVIDIA qui est pas récent, qui date de 2021, enfin, entre 2019 et 2021, Stalgan. Donc, Stalgan, ce sont des outils. Donc, Stalgan, c'est quoi? C'est un Generative Adversarial Network. C'est un outil qui, en soi, déjà possède deux réseaux neuronaux. Le premier, c'est un générateur. Il passe son temps à fabriquer des images. Donc, il a une collection, il a appris la collection et il apprend à fabriquer des images. Et puis, quelque part, il a un petit avocat du diable sur le côté qu'on appelle le discriminateur, qui est un autre réseau qui lui apprend à critiquer l'image. Il dit, voilà, ton image, elle n'est pas très conforme à la base de données que tu as prise. En gros, modifie-la. Et donc, les deux passent leur temps à essayer de se mettre en dynamique antagoniste. Théorie des jeux, voilà, c'est exactement ce qu'ils font. Ils jouent l'un contre l'autre jusqu'à s'équilibrer. Et donc, quand ils sont à équilibre, on suppose que voilà, la convergence est à peu près bonne, ce qui n'est pas vrai, et on a des images de la meilleure qualité possible en fonction de ce que le discriminateur a dit. Alors, je vous passe les détails techniques. Hein, effectivement, au départ, on a donc une base d'images. On a un fameux espace latent, qui est un espace de contrôle paramétrique, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, étant donné une collection, ça prend quelques dizaines de jours pour la base de données que j'ai utilisée à peu près pour apprendre ce modèle. Ce modèle, ensuite, on appuie sur un bouton et chaque fois, il vous produit une image en 3, 4, 5 millisecondes. Ça va très vite. Après, il faut falloir les traiter. Alors, on revient sur la dynamique de la sélection qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà, donc la puissance de ce système-là, c'est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus dégradé que ce qu'on a aujourd'hui avec le texte ou l'image. Parce qu'on n'a pas la même qualité. On va avoir une espèce d'ossature structuraliste parce qu'elle se base sur des archétypes qu'on a lus dans les images et qu'on a essayé d'apprendre. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une incroyable richesse compositionnelle qui est provoquée à travers une base d'images relativement faible. Et plus la base est faible, et plus l'ouverture est grande. On aime bien, ça devrait être le contraire, mais non. Justement, parce qu'on n'apprend pas avec précision, donc du coup, on contraint moins et on ouvre largement. Donc du coup, le vocabulaire des possibles, en fait, est très grand. Bien évidemment, si on apprend sur deux images, ça ne va pas marcher. Il y a quand même un minimum à respecter. Donc ce système-là, Stalgan 2, qui n'est pas un outil plug and play, c'est un outil qui s'installe, qui a du code, ça se fait sous Linux, en bref. Il offre un espace latent informatif. Qu'est-ce que c'est un espace latent? Pour être clair, vous avez une table de mixage devant vous avec 512 faders. Vous voyez, vous êtes avec un immense système paramétrique et chaque fois que vous bougez un fader, ça modifie le contenu d'une image. L'intéressant dans l'espace latent, c'est que chaque image se trouve projetée dans une zone paramétrique. Et donc, quand vous commencez à toucher ces faders, même si vous ne savez pas à quoi ça correspond, ils modifient localement un petit peu l'image. Bien évidemment, c'est global, mais quand je dis local, c'est que ça ne va pas trop changer si je bouge un tout petit peu les faders. Et plus je les bouge, et plus je change. Et donc, c'est un système de contrôle paramétrique qui s'installe à l'intérieur des réseaux neuronaux. Et ça, c'est intéressant parce que même si on n'a pas la table de mixage avec ses 512 potentiomètres, on l'utilise numériquement pour faire de tas de choses que je montrerai après. Et surtout, plus important, il laisse un état inachevé, favorisant la suite interprétative. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai utilisé Crea. Alors Crea, il y en a certains qui connaissent, je pense, crea.com. Je ne me rappelle plus, qui est donc une plateforme intégrative de tout un tas de modèles. Ils avaient les leurs il y a quelques années, ils en adoptent tout un tas. Ils sont capables de faire du texte ou l'image, de la génération vidéo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est gratuit la plupart du temps, et dès que vous voulez en faire un peu plus, il faut payer, bien sûr. Ça n'existe pas, c'est complètement gratuit. Donc le principe, c'est d'apporter en fait deux choses. Une capacité interprétative d'un objet, mais en général, au départ, c'était pas fait pour ça. C'était fait pour faire de ce qu'on appelle de l'enhancement, de l'upscaling. En gros, vous prenez une image floue et vous essayez d'obtenir l'image réelle, plus ou moins vraisemblable, qui se cache derrière cette image. Notamment pour traiter des photos anciennes, enlever du bruit, rajeunir l'image. Enfin, vous pouvez faire tous les traitements que vous voulez. On peut même utiliser du prompt. Moi, je ne les utilise pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, sur une image basse résolution comme celle qu'on a en bas, qui a été générée par le GAN à gauche, à droite, on a un petit balcon qui est apparu. Alors, sur la photo, on ne le voit pas bien, mais de près, c'est très net. On voit les structures ici, porteuses qui apparaissent et qui tiennent ce balcon sur ce pignon. C'est intéressant parce qu'on se dit c'est quand même vachement intéressant de voir comment un simple générateur d'images a pu finalement trouver etc. Il a proposé un système structurel. Pas dit que c'était mécaniquement viable, c'est intéressant de voir ça dans l'image. Voilà. Donc, c'est une des surprises qu'on peut obtenir dans ce type de choses. On parle d'une image vraiment pauvre, on lui dit interprète-la moi. Bien sûr, il n'y a pas une solution, on peut en avoir plein en fonction des paramètres qu'on va pouvoir modifier, notamment dans Crea, et il propose ce type d'image. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le rehaussement, il est adapté à chaque échelle.
et de manière globale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un patchwork d'amélioration, c'est une amélioration globale. Il y a une compréhension, comme dans tous les outils d'image que vous manipulez, mais qui sont vraiment dus à la nature compositionnelle du deep learning. Les échelles sont en cascade, c'est-à-dire qu'une cohérence d'ensemble se propage dans les cohérences locales. Et ça, c'est important. Ça évite d'avoir un peu n'importe quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose de cohérent, qu'on va retrouver notamment dans les phénomènes de continuité spatiale, visuelle, les couleurs, les ombres portées, etc. Tout peut être géré comme ça. Donc, une réinterprétation de contenu peut donner des surprises. Plus l'image est pauvre au départ, plus il y a de richesse à la sortie. Et la conservation de la structure d'origine, c'est pour ça que j'appelle ça des méthodes structuralistes, génèrent donc des éléments stables, des archétypes en général. Je vais stopper. Alors, quelques images proposées, mais vous avez un petit écran sur lequel il y a à peu près 1000 images qui défilent là-bas. Je vous invite à regarder. Ce sont des séries qui ont été proposées. Le jeu de données, donc au départ, il était de 1200 images. On a travaillé avec des images de PFE d'étudiants au départ. C'était des choses assez simples qui correspondaient bien au canevas de perspectives urbaines, à hauteur d'homme, etc., comme on les représente dans les travaux des PFE. Puis en fait, on l'a enrichi pour aujourd'hui avoir une base d'un peu plus de 7000 images. En fait, j'en ai presque 10 000 aujourd'hui. Bon. En tout cas, sur les exemples qu'il y a là, que vous voyez ici, sont tous des exemples qui ont été générés à partir de ce dataset et de la méthode qui a été utilisée. On a travaillé avec des images de 512 par 512 pixels, c'est peu, et les images que vous avez au fond sont en 1024 par 1024. Donc on double la résolution et on rajoute du détail. Et c'est pas le fait de doubler qui a rajouté le détail important, c'est le processus qui a été utilisé. Donc on constate qu'on a une synthèse harmonieuse qui intègre finalement l'architecture et le paysage comme un tout. Ça a été dit tout à l'heure, j'ai entendu, c'était assez intéressant. Donc il y a des détails foisonnants qui sont finalement globalement bien fichus et qui s'adaptent au contexte. C'est-à-dire qu'en fond, en gros, on n'est pas dans du patchwork où on superpose un objet avec un fond, etc. Tout est tissé ensemble, c'est le problème de la complexité, c'est la définition même, hein, complexus. Et du coup, on retrouve ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on apprend tout un tas d'images dans lesquelles il y a des éléments végétaux, des éléments naturels, des éléments urbains, des éléments de décor, enfin, tout un tas de choses, tous les objets du mobilier urbain qui ont été rajoutés, on va retrouver finalement, par ce jeu de sémantique, un petit peu de nuages graphiques, on va retrouver des éléments qui vont bien ensemble. Et du coup, les résultats que produit finalement StyleGAN, avant même de passer par un outil comme Crea, ce sont des objets dans lesquels il y a déjà de la végétation intégrée, etc., etc. Donc on est un peu dans le cadre de la biophilie, d'une certaine manière, et c'est assez plaisant de voir que ces images-là, finalement, elles ont un côté un peu, comment dire, un peu issu des thématiques du moment, avant même de les choisir. Peut-être que c'est aussi une base de données qui a été orientée, bien évidemment, là-dessus. Je ne le nie pas. Donc, si vous allez sur le compte Twitter, vous l'avez dans le papier, en dessus, vous verrez directement sur la référence ici. Donc, vous avez cette collection qui est répartie en 17 volets, 17 topics, dans lesquels vous verrez à peu près les différentes représentations qui ont émergé de ce processus-là. Voilà. Des formes vraiment très diverses sont capables de sortir à partir d'une petite collection de 7285 images. Et je vous rappelle, il n'y a pas besoin d'apprendre un milliard d'images. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, l'architecture est le parent pauvre. Je ne sais pas combien aujourd'hui d'images sur le milliard d'images manipulées par Stable Diffusion correspondent à des images de bâtiments. Je pense qu'on ne doit pas être à plus de quelques millions, dizaines de millions peut-être, donc on est très très loin. Pourtant, les objets urbains sont quand même massivement visités, photographiés, etc. Mais voilà, c'est certainement pas le. Alors, je parlais tout à l'heure des espaces latents. Vous voyez un exemple. Le concept, vous le voyez visuellement, hein, ce sont des bâtiments avec des tours à pointe. Je ne suis pas sûr d'appeler ça autrement. Quand on déplace légèrement le curseur dans ces espaces latents, on génère autant de figures qu'il y a sur ce graphique-là. Il y en a même d'autres, en fait, je n'en ai pris que quelques-unes. Le concept est gardé. On a juste bougé quelques petits potentiomètres, entre guillemets. Donc, cette méthode, elle est accessible parce qu'elle fonctionne avec des bases de données de petite taille. Enfin, petite taille, il faut quand même réunir les milliers d'images. Je pense qu'à partir de 2000 images, ça commence à donner des résultats un peu sympathiques. Il vaut mieux aller un petit peu plus loin, mais pas trop non plus, je pense. Ensuite, l'édition de l'espace latent, je viens de parler, ça donne quelque chose, et ça c'est super intéressant parce que si on clique sur une image plaisante, on va pouvoir globalement se déplacer autour. Le modèle StyleGAN 2 de NVIDIA, certes, il est vieux, il est apparu avant les modèles de diffusion que tout le monde utilise dans les outils Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, etc. C'est des outils qui sont moins riches, ils produisent moins
comment dire, d'images bien finies, bien léchées, sauf que ils ont une capacité, c'est une ressource en matière de structure locale qui est extrêmement riche. On ne va pas retrouver dans le film, certes, avec plus de généralité comme le modèle de diffusion. Donc, du coup, c'est ça qui crée cette richesse-là. Mais il a bien fallu rajouter un moteur d'interprétation. Voilà, bon, le reste, je souligne aussi que les objets qu'on utilise, mais c'est vrai dans toutes les images qui sont produites, sont des architectures luxuriantes qui ont un souci, à mon avis, premier, c'est que si on essaie de les réaliser, elles ne sont pas dans les canons du développement durable, de l'éco-conception, de l'économie en tout cas. Ça me semble évident. On obtient des objets qui sont assez riches, assez bien légers, qui ne sont pas des objets standardisés, tout simplement. Oui, dernière. Oui, la dernière. Alors, dernier point, donc en termes de conclusion, de manière générale, on est dans des productions d'images. On produit tous des images. Il n'y a pas de projet derrière, ce sont des représentations orphelines, comme ça. Ça veut dire qu'en gros, ben, on est un peu quand même coincé dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'outil, pas de projet de A à Z, par la fin. Voilà. On est quand même beaucoup dans le concept colloque oblige de l'image numérique. Et on a l'impression que voilà, tout va s'arrêter là. Je pense que non, bien évidemment, il y a des recherches, il y a des bureaux scientifiques là-dedans, pour l'instant, sur la production notamment de capacité du deep learning à traiter du 3D. Alors, on passe par des graphes, on passe par des objets intermédiaires. Voilà, on a des sujets de recherche là-dessus. Deuxième point qui a été souligné ce matin, c'est le point du design fixation. Quand vous montrez tout de suite un résultat, et en plus rapidement en appuyant sur un bouton à quelqu'un, tout de suite, il est un peu dans une phase de sidération, c'est pas comment faire, et c'est difficile de dépasser ce côté-là. Même si on en propose un certain nombre, on peut aussi changer le prompt, etc. Mais on va court-circuiter la lente délibération créative. Ça, c'est un problème qui est connu, hein, bien évidemment, qui est probablement un piège de l'IA, quel que soit l'objet, que ce soit des images, du son, de la vidéo, du texte. Hein. On est coincé avec ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pose question, et qui pose question à tout le monde, parce que ça favorise le côté un peu feignant. Quand on ne veut pas faire mieux, on appuie dans un résultat, mais ce n'est pas le résultat, c'est une des possibilités. Donc nous, dans les travaux qu'on a menés, on va essayer de défendre la résolution. Donc j'ai déjà une base de données autour de l'image 2024, 2024, voir un peu ce qu'on peut obtenir de mieux par rapport à ça, mais ça restera quand même que des images de ce type. Un autre axe de recherche, je parlais de cet espace latent paramétrisé par 512 potentiomètres virtuels, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se cache des archétypes derrière tout apprentissage. On le sait, dans une base de données apprise par un moteur de deep learning, aujourd'hui, vous avez une espèce d'agglutinement dans ce qu'on appelle des clusters, des choses comme ça, dans lesquels des archétypes, qui s'appellent des archétypes de forme, de style, de rendu, tout un tas de choses. Ça serait intéressant de mener une étude un peu plus générale sur ce type de base de données, pas sur l'ensemble de l'Internet, bien évidemment, pour voir ce qui se cache derrière. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voudrais pouvoir mener prochainement. Et sur le plan matériel, je donne quand même un petit peu l'ordre d'idée de l'entraînement de ce générateur, donc Steigen. On est de l'ordre de 22 à 30 kWh par tranche de 1000 époques. Alors, une époque, c'est quand on apprend la base de données. Donc là, on l'a prise 1000 fois. Pour être honnête, il a fallu entre 5 et 10 000 époques pour apprendre. Mais c'est tout. On n'apprend pas vite aujourd'hui avec l'informatique. Hein. Un enfant, il va beaucoup plus vite que ça. Donc, c'est certainement pas très optimisé tout ça. Voilà. Merci pour votre écoute. Notre parcours est amené à nous quitter pas trop longtemps. Je vous propose que si vous avez des questions à lui poser sur sa présentation, qu'on les fasse maintenant. Merci, Valérie. Moi, j'ai une question pour toi, tout en sachant que je ne suis pas technique. Et là, ce que tu proposes, c'est basé sur un gaz. Or, la plupart des modèles qui se diffusent aujourd'hui sont justement des modèles de diffusion qui ont d'autres caractéristiques. Pourquoi est-ce que tu travailles sur un GAN et pas sur des modèles de diffusion? Je l'ai expliqué sur une slide précédente, j'ai dit le GAN, c'est étudié dans la littérature, c'est un système qui n'a pas de modèle physique derrière. Contrairement aux modèles de diffusion, qui sont basés sur de la thermodynamique, sur l'enchaînement de dynamisme. On bruite des structures, on les débruite et on apprend comment guider le bruitage et le débruitage par de la sémantique. Dans un GAN, on ne fait pas ça.
Dans un GAN, ce qu'on fait, c'est qu'on met en compétition un générateur sans modèle physique. On lui dit, voilà, génère-moi l'image, n'importe quel type de générateur, et le discriminateur qui a des mesures qui sont faites dans les images pour critiquer et dire, voilà, ça correspond à la base qu'on a donnée. C'est extrêmement généraliste, extrêmement, comment dire, plaisant d'un point de vue conceptuel, parce que ça ne repose pas sur un modèle physique. Voilà. Ça, c'est la première question. Enfin, la première réponse. Donc, une certaine capacité à généraliser et un apprentissage beaucoup plus fort sur des bases de données de taille réduite. Si on utilise des modèles de diffusion sur des bases de données trop petites, on obtient quelque chose de trop flou. Non pas de sale et de dégradé, mais de flou. Voilà, ça ne marche pas. Donc, du coup, les modèles de diffusion, en fait, ont connu un très beau succès parce qu'ils marchent très bien. Ils marchent très bien quand la base de données d'image atteint les centaines de milliers, millions, milliards d'images. Voilà. C'est la première réponse. La deuxième, c'est que c'est très long d'entraîner un modèle de diffusion. Très, très, très long et c'est ce qui coûte aujourd'hui très cher pour ça. Les modèles de diffusion, c'est que pour les images. Hein, les modèles d'images et vidéo. Hein. Pour le texte, c'est sont des transformers, c'est un autre domaine, ça coûte très cher. S'il y avait cette unique technique-là, ce serait toujours plus intéressant pour toi d'aller sur le GAN qu'aller sur le modèle. Le GAN, il a un avantage, c'est qu'il enregistre beaucoup plus vite la structure interne des outils. Il les répertorie tout de suite, il les projette. StalGAN 2, c'est un outil qui est un peu tombé, enfin 2 et 3 qui est un peu tombé en désuétude, sauf qu'il est toujours utilisé dans les milieux de la recherche, parce que justement, il arrive à capter ces structures. C'est pour ça que j'appelais ça un travail structuraliste, que n'arrive pas, malheureusement, par son côté physique, qui est lié à un outil de thermo au départ, donc c'est dynamique de Levy, les modèles de diffusion, malheureusement, ils sont très bons pour produire de belles images bien réalistes et surtout guidées par du langage, mais quand on veut exploiter des structures, ils ne sont pas bons du tout. Et surtout, le nombre d'images, il doit être colossalement élevé. Une autre question. C'était une question technique sur un des derniers points qui a été c'est la liste des archétypes. Je voudrais être sûr de comprendre ce dont on parle, parce que je n'ai pas cette c'était que cette histoire d'archétype. Est-ce que c'est des résultats qui ont tendance à revenir? C'est ça? Non. Ok, donc j'ai mal compris. Non, ça serait de la redondance de résultats. Un archétype, au sens de l'apprentissage profond, donc du deep learning, c'est un cluster qui clignote un petit peu plus que d'autres dans l'espace latent. Alors, comment dire? Expliquer ça en termes clairs. Oui, enfin, pas complètement un poids. C'est un regroupement de poids qui sont prépondérants. C'est-à-dire qu'en gros, il est capable de détecter des structures redondantes qui reviennent. Elles peuvent être de nature morphologique, bien évidemment, quand on n'utilise que des perspectives urbaines à hauteur d'homme, mais on peut utiliser des tours comme des immeubles larges, ça marche aussi bien. La notion d'échelle est apprise instinctivement, c'est ça qui est excellent. Mais il y a du graphique, il y a du rendu, il y a des couleurs, il y a des ombres, il y a du dégradé, il y a de la texture, il y a tout ce qu'il faut. Les archétypes sont de tous les niveaux. Voilà. Ils peuvent se positionner là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que comme l'espace paramétrique est immense, imaginez 512, c'est colossal. En fait, les poids synaptiques vont être stockés tout un tas de choses qui reviennent, et du coup, c'est là qu'on va aller trouver ces archétypes. Sauf que, bien évidemment, le problème qu'on a, c'est que c'est pas juste à un endroit qu'il faut regarder, c'est tout en même temps. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand ça clignote dans nos têtes, à 60%, ce sont des images, mais c'est pas à un endroit, c'est l'ensemble. Et du coup, l'analyse, elle doit être globale. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Oui, c'est-à-dire que le résultat visible est pas similaire, c'est la structure intrinsèque. Voilà. Et la même chose. Merci déjà. Alors, répondre aux questions que tu veux, parce que je vais trois en vrai. La première, c'était la façon dont vous générez les images là, dans ce projet. C'est uniquement les paramètres, parce que tu sais qu'il n'y a pas de texte, c'est d'image à image. Donc, en fait, c'est les fameux 515 curseurs qui vont permettre de générer. Oui, en fait, chaque fois qu'on demande une inférence, le logiciel prend 512 valeurs au hasard et il tire une image. Oui, mais du coup, il n'y a pas de choix du tout. Ah ben, on peut se déplacer dans cet espace en contraignant. On peut contraindre l'espace, bien évidemment. Oui, c'est paramétrique. La deuxième question que j'avais, c'est que tu parlais du fait qu'il n'y avait pas du tout pris en compte des concepts environnementaux, etc. Est-ce que c'est modifiable ou pas? Et du coup, j'en viens à ma dernière question. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans les modèles d'IA, on a les IA qui sont capables de générer l'image, qui génèrent une image qui ne comprend pas l'architecture, qui ne comprend pas l'espace, qui ne comprend pas la qualité spatiale,
ne comprend que l'image. Je ne sais pas si c'est ce que tu constates. Par contre, les IA qui sont capables de lire l'image, moi j'utilise beaucoup Claude pour analyser l'architecture avec une capacité de compréhension qui est juste gigantesque, et avec couplé au modèle de langage qui a une compréhension technique extrêmement fine. Moi, dans mes expérimentations, j'utilise la génération d'images, la compréhension de l'image générée pour adapter et lire l'architecture. Est-ce que c'est des choses que vous avez explorées? Alors, il n'y a pas de texte derrière les générateurs d'images que j'utilisais là. Tout est dans l'image. C'est-à-dire que la végétation, elle est dans l'image, les ambiances, le ciel, le sol, les personnages, même qui certes vont être reproduits de manière un peu bizarre par la suite, mais des fois de manière réaliste, des fois de manière un peu fantomatique, archétypale. Voilà. Tout est dans l'image. On n'apprend qu'à partir de l'image. Je sais que c'est compliqué parce qu'on se dit, mais pourquoi vous ne faites pas de langage? C'est tellement évident, tout le monde fait ça. Ben oui, justement. Je rappelle qu'il y a 10 ans, personne ne faisait ça. En 2022, sont apparus les premiers contrôles par l'image. Aujourd'hui, tout le monde, par le texte. Aujourd'hui, tout le monde veut faire du langage. C'est pas du tout dit que ça demeure éternellement. Il se peut que demain, il y ait des méthodes hybrides, et à mon avis, dans lesquelles on va rajouter plus que du texte. Mais le texte aura toujours sa place, bien évidemment. En tout cas, pour des IA analytiques, des IA de type analyse d'image, oui, ils sont basés sur des descriptions apprises, mais ce sont exactement les mêmes biais cognitifs. Ça marche parce que quelque part, on a payé des gens pour faire ce travail. Et il faut quelque part aujourd'hui que des IA s'entraînent pour faire ce travail aussi. Maintenant, on paye plus de gens que voilà, c'est. Et du coup, pour l'instant, dans ce système, Non, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure qualité architecturale sur ce générateur qu'il y en a dans les outils de Stabilization. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a appris par l'image, de toute façon, si l'image n'est pas sémantisée de manière ponctuelle, locale et précise, comme ça pourrait être dans un modèle BIM, par exemple, vous ne pouvez pas ressortir de l'invention. Ces outils n'ont absolument pas de sens commun. C'est quand même important. Par l'intelligence, ça n'en est pas. Luc Julia, grand chercheur français, il dit l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Non pas qu'il n'y croit pas, il en fait tous les jours et il est un des meilleurs. Mais il ne croit pas au concept. Voilà. Il brandit ça comme étant. Non, il n'y a pas de sens commun derrière ces choses-là. Et même si on met un mot, c'est un codage pour l'IA. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de. Bon, j'arrête là pour vous raconter. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci pour votre invitation. Et je suis ravi de passer en troisième, puisque je pense que dans nos trois présentations, il y a beaucoup de cohérence. Il y a d'ailleurs beaucoup d'échos et de points qui se répondent. Donc, moi, j'ai surtout axé la présentation sur un des sujets sur lequel je travaille en ce moment. C'est vraiment la question des modèles. Et en fait, l'idée, c'est d'adresser la question de l'intelligence artificielle à partir des modèles qu'elle génère et la manière dont ces modèles, finalement, nous permettent de repenser les processus de conception, et en particulier le processus de conception du projet. Alors, dans le thème, derrière le mot modèle, il y a évidemment plusieurs compréhensions. Le modèle, c'est avant tout c'est souvent identifié par les architectes comme un archétype, c'est-à-dire comme un exemple. Hein. On peut souvent parler du temple grec comme le modèle archétypal de référence. Alors là, évidemment, je ne parle pas du même archétype que ce dont parlait Xavier avant. Hein. Et par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est cette notion du modèle comme un système qui permet de comprendre le réel et d'une certaine manière de simplifier et d'identifier par le modèle la complexité d'un environnement. Et d'une certaine manière, cette version du modèle, ça nous permet en fait de constituer un cadre théorique ou une structure de pensée qui oriente la manière dont on conçoit l'architecture. Donc, ce que j'ai en fait, c'est dans la cinquantaine d'expériences que j'ai pu faire là dans les 7 dernières années autour des questions de l'IA, de l'IAG. J'ai en fait identifié 4 exemples, et c'est sur ces exemples-là que je vais baser la présentation. Et dans ces exemples-là, j'ai essayé de choisir des exemples qui, en fait, vraiment identifient certains types de modèles. Donc, en fait, on va parler de modèle génératif, qui est en fait un modèle ici qui en fait s'intéresse à analyser les contraintes réglementaires urbaines et de générer des volumes englobants.
Le deuxième modèle, c'est un modèle performatif, qui est un travail vraiment sur des données de thèse. Donc, les données de la thèse ont été utilisées en fait pour anticiper le comportement de phénomènes assez complexes, qui sont des phénomènes autour des flux d'air, autour des bâtiments. Le troisième modèle, c'est un modèle prédictif. Et c'est un modèle dont parlait d'ailleurs Laurent, hein. C'est cette idée d'utiliser une base de données afin d'anticiper un certain nombre de résultats futurs ou de comportements futurs. Et le quatrième modèle, alors on l'appelait modèle créatif, même si évidemment dans le terme créatif, il y a bien l'émergence de quelque chose qui n'existait pas avant, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la relation avec la question de la création en général dans ce modèle. Et en fait, sur les dernières expérimentations, ça relate un petit peu des éléments qu'on a vus aujourd'hui. Je m'intéresse à la question du matériau et notamment du matériau de réemploi. Et j'ai pu expérimenter des modèles d'IA génératifs qui permettent en fait de préfigurer un certain nombre de modèles de réemploi de matériaux autour de gisements existants. Alors, quand on parle de modèles, beaucoup de personnes ont travaillé sur les modèles, que ce soit des théoriciens, des philosophes. On peut parler de l'approche de Jean-Louis Lemoigne sur la question du modèle comme outil construit. Herbert Simon, dont parlait aussi Laurent, sur cette notion du modèle comme un artefact. Edgar Morin sur le modèle qui est à la fois ouvert et réflectif. Et puis Frank Varenne, qui est un philosophe qui lui travaille beaucoup plus sur la question de fonction des modèles. Et en fait, ce que j'ai essayé d'identifier dans les modèles dont je vous ai parlé, c'est leur grande fonction. Et c'est-à-dire que ces modèles ne se contentent pas en fait de représenter, mais en fait ils opèrent, ils produisent des données et rendent visibles des phénomènes et instaurent des milieux de décision. Ça permet en fait de construire des espaces partagés de conception. Et en ce sens, la conception architecturale ne s'appuie pas sur des modèles comme un modèle archétypal, mais véritablement s'inscrit dans un ensemble hétérogène de dispositifs relationnels qui reconfigurent les liens entre savoir, pratique et acteurs. Donc c'est en fait ce qui m'intéresse, et ce sera un petit peu l'orientation de la fin de la présentation, c'est de s'intéresser sur la relation entre ces différents modèles que l'on utilise de manière plus ou moins consciente et qui permettent de concevoir et de travailler sur le processus. Alors, Varenne est intéressant puisqu'il essaye de définir quelles sont ses fonctions. Donc, il définit une 21 fonctions sur les modèles, notamment la capacité des modèles à décrire, à expliquer, à prédire, à optimiser, à générer, à partager ou à expérimenter. Hein. Et donc, ces fonctions nous permettent en fait de comprendre comment est-ce qu'ils agissent et la manière dont un jeu de données est transformé par le modèle pour produire une nouvelle opération. Donc en fait, on peut imaginer que ces modèles sont une sorte de dispositif épistémique qui est à la fois de l'ordre de la représentation, mais aussi de l'ordre du milieu opératoire et qui permettent d'explorer et de comprendre une situation de manière à produire une opération spatiale. Alors, dans les quatre exemples dont je vais parler, le premier, c'est ce modèle génératif qui génère des volumes urbains réglementaires. Le principe, c'était assez simple, c'est d'utiliser en fait des PLU, hein, des plans locaux d'urbanisme, qui sont des cadres réglementaires hyper intéressants parce qu'ils sont souvent assez bordéliques, assez incohérents, assez contradictoires. Et donc, en fait, le travail de l'architecte, le travail de l'instructeur, c'est véritablement de négocier entre ces différentes réglementations. Et cette expérimentation, en fait, l'idée, c'est de lire, d'identifier les mots-clés et puis de certains PLU, et puis d'imaginer de construire un volume englobant maximal pour pouvoir donner en fait une sorte de prévisualisation des espaces possibles à construire. Et puis la deuxième étape de ce travail, ça a été de dire, si on est capable de produire une sorte de modèle génératif de ces volumes, est-ce qu'on peut les faire interagir les uns avec les autres et est-ce qu'on peut imaginer d'une certaine manière un système de PLU dans lequel c'est pas la norme qui définisse le projet, mais c'est véritablement l'interaction entre différents bâtiments sur un site.
Et donc là, il y avait aussi vraiment l'idée de mettre en place un GAN, un réseau adversaire, de manière à pouvoir faire interagir deux systèmes, un qui produirait un volume englobant et un autre qui viendrait en fait gérer des interrelations entre ces bâtiments. Alors, il y a un modèle existant qui fonctionne un peu comme ça s'appelle le modèle des air rights aux États-Unis, la ville de New York, par exemple, lorsque vous avez des bâtiments de grande hauteur, on a le droit d'augmenter la volume maximum sur un terrain si les bâtiments autour ont des hauteurs assez basses. Donc, il y a cette capacité d'interagir dans la ville et c'est des systèmes qui, dans beaucoup de nos PLU, avec des réglementations extrêmement assez difficiles à imaginer, on a du mal à identifier. Alors évidemment, dès qu'on fait interagir ces modèles, il y a des tas de questions qui se posent. Il peut y avoir des interactions qui sont d'une certaine manière, à la fois itératives et qui regroupent plusieurs acteurs. Et l'idée, en fait, de ce travail de Marion Cranioni, c'est essayer d'identifier quels sont les fonctionnements de ces acteurs et quels sont les fonctionnements de flux entre les différentes décisions autour de ces éléments. Le deuxième modèle, c'est un modèle performatif. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la question de la simulation, notamment la simulation de phénomènes physiques, hein, que ce soit les ambiances ou que ce soit l'aérolique. Alors, c'est un modèle qui est issu en fait de mon travail de thèse sur l'aérolique des bâtiments. Donc, j'avais travaillé sur la manière de simuler avec des modèles numériques. Hein, c'est un modèle qui s'appelait Star CCM+, le comportement aérolique autour des bâtiments, de manière à voir comment ventiler les bâtiments, comment créer des accélérations de vitesse qui permettraient d'intégrer des systèmes comme des dispositifs éoliens. Et la deuxième étape en fait de ce travail, ça a été d'imaginer que tout ce qui avait été produit pendant la thèse, une centaine de simulations, pourrait en fait permettre de programmer, là c'était un algorithme d'apprentissage pour générer automatiquement un certain nombre de simulations. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une simulation numérique, ça prend 2 à 3 semaines de calcul. C'est très contraignant. Faut modéliser l'ensemble des paramètres. L'hypothèse est et sont assez difficiles à caler et surtout à étalonner. Et en fait, ce que vous voyez en partie basse, c'est cette première expérimentation qui, à partir d'une coupe, ce qui est à droite, ou d'un masque, on est en fait capable d'apprendre à simuler des comportements aéroliques autour des bâtiments. Et donc, ce que vous avez en haut, hein, c'est un comportement sur ce que j'appelais un aérofoil sur un toit à 2 pentes. Et puis en bas, c'est l'interprétation de ce jeu de données à partir, alors il y avait à peu près entre 10 et 12 000 images, d'interpréter en fait des flux de simulation de manière à pouvoir les générer en quelques secondes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que avec donc AutoKeras, on a en fait évalué la précision de ces éléments et en fait, on s'aperçoit que sans aucune connaissance en aérolique, on arrive à 80%, 82% à obtenir des résultats assez proches de la réalité, ce qui permet en fait de simplifier le lien entre architecture et puis son comportement d'apprentissage. Alors voilà le deuxième exemple. Hein, ça c'est un exemple. Alors je travaille à Paris-la-Seine, donc c'est ce bâtiment qui a cette silhouette assez étonnante avec une cheminée au milieu, deux bâtiments, un bâtiment ancien, un bâtiment de Borel. Et lorsqu'on prend en fait la coupe de l'école d'architecture, ben, on s'aperçoit qu'elle génère évidemment des jeux de données assez complexes sur l'aérolique et finalement on peut apprendre à une IA simplement par l'image à reconnaître certains comportements. Alors évidemment, quand on s'intéresse en fait à quels sont les processus qui permettent de passer de l'architecture à la coupe et comment cet élément-là permet ensuite de générer un premier loop d'analyse. Et puis la deuxième étape, c'est en fait d'utiliser ce jeu de données pour générer une simulation. Le troisième modèle, alors je l'ai appelé modèle prédictif. Donc c'est le modèle, la thèse dont parlait Laurent, hein, Vincent Dubois, qui est un de mes étudiants et qui travaillait sur cette question de la sinistralité. Alors ce qui est très intéressant dans sa thèse, c'est que finalement, sur un bâtiment, enfin en architecture, on a du mal à trouver 10 000 plans d'un bâtiment au même endroit. C'est quasiment impossible. Hein. C'est que par définition, et c'est ce qui nous protège aussi,
Quand on est sur un terrain, on a eu 4 ou 5 options de plan. Et c'est vraiment à partir pour moi, de 10 à 20 000 exemples qu'on arrive vraiment à avoir des réseaux de neurones ou un apprentissage qui a une certaine performance, un certain intérêt. Et ce qui est intéressant dans le travail de Vincent Dubois, c'est que finalement, il avait accès à une base de données de 600 000 sinistres de bâtiments. Donc la base était énorme et elle était relativement bien référencée, même si le premier travail, ça a été effectivement d'agglomérer des jeux de données. Et ce qu'on a découvert là, suivant cette thèse, c'est qu'en fait, les jeux de données sur des bâtiments, notamment la description géométrique de tous les bâtiments en France est accessible à n'importe qui. On est capable de trouver le volume sous forme de coordonnées de n'importe quel bâtiment sur des jeux de données ouverts. Et donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a synchronisé des jeux de données de bâtiments existants avec cette carte des sinistres de manière à pouvoir essayer par étape de programmer une reconnaissance de sinistres qui est en fait souvent basée sur des enjeux évidemment de pluie, des zones pluvieuses où des orientations de bâtiments accélèrent les sinistres, des enjeux d'orientation par rapport au vent, des enjeux évidemment au niveau des fondations et des informations géotechniques ou géosismiques. Et en fait, à partir de ce jeu de données croisé avec des informations de climat et de géographie, il était capable assez rapidement, je me souviens plus exactement de son bilan, mais on était pareil à peu près à 80%, entre 80 et 85% de fiabilité pour anticiper. Alors évidemment, ça pose des tas de problèmes, des tas de questions sur comment les architectes seraient jugés. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'avec avec l'application qu'il a créée, très rapidement, on est capable d'identifier les bâtiments à sinistre importants et que ça oblige à proposer en fait une certaine distinction entre le temps de conception et puis le temps de l'analyse. Donc voilà en fait quelques-uns des codifications de ces modèles. Et puis le quatrième modèle, c'est en fait un modèle que j'ai appelé créatif, et c'est un modèle qui vise sur l'invention de formes, notamment de formes autour de la question du réemploi. Donc on travaille avec plusieurs personnes sur un enseignement qui s'appelle cycle de la matière, qui est un enseignement qui vise à identifier des gisements de matériaux autour de l'école et puis à faire fabriquer à l'échelle 1 des constructions dans l'école, des pavillons. Et dans ce travail-là, on a souvent une difficulté assez difficile à anticiper, c'est qu'on a énormément de matériaux, mais de nature très différente, avec des quantités qui sont très différentes. Et donc, on se pose des questions. Donc, comment construire un bâtiment lorsqu'on a seulement 623 briques, 20 parpaings, 10 vitrages de 1,20 m par 1,10 m. Donc, on est vraiment sur des inventaires à l'après-vert. Et on s'est aperçu que finalement, assez facilement, alors là, on est sur de l'IAG autour de l'image, que ce soit Midjourney ou ChatGPT, on arrive en fait à poser dans le prompt un certain nombre de règles, et notamment sur des quantités de matériaux, dans lesquelles on a des réponses assez intéressantes pour visualiser des éléments. Et donc, c'est ce que vous voyez à droite, en haut à droite, c'est par exemple la possibilité d'assembler l'équivalent d'1 million d'éléments en bois qui seraient recyclés sur un gisement existant. Ce que vous avez à gauche, en fait, c'est un travail sur des fenêtres. Comment est-ce qu'on assemble des murs à partir de fenêtres qui ont des tailles différentes? Et ça fait effet, d'ailleurs, c'est un système qu'on avait utilisé dans le pavillon de la boxe, qui était le projet proposé par l'école pour Archifolie en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris. Et en fait, en conclusion, l'idée de ces modèles, c'est que finalement, on a des jeux de données qui sont spécifiques, on a différents types de modèles, et là j'ai croisé des modèles en IA générative, en machine learning, et parfois en simplement apprentissage des contraintes. Leurs résultats sont de nature différente, mais globalement, ils peuvent s'enchaîner les uns avec les autres. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une interaction entre les architectes, entre architectes, utilisateurs ou clients. Et d'une certaine manière, on est capable en fait de créer une certaine
synergie. Alors, je crois que j'ai entendu le mot couplage, où on a parfois parlé d'organisation, de dispositifs relationnels qui permettent en fait de chaîner et d'interroger en fait le processus de conception à l'heure où finalement le modèle architectural explose vers l'interface de différents modèles. Et il me semble qu'en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le rôle de l'architecte est chamboulé, mais je pense pas j'ai entendu qu'il déléguait. Alors, moi, on n'est pas trop intéressé dans la question de la délégation, mais plutôt dans l'idée de construire, que les architectes permettent de construire un dialogue critique entre ces différents modèles et surtout qu'ils soient finalement capables d'acquérir, à mon avis, une nouvelle compétence, puisqu'ils sont aujourd'hui, on voit que les architectes analysent les jeux de données, mais qui sont aussi, qui pilotent des processus numériques et notamment l'interaction avec ces modèles. Et il me semble qu'il y a une compétence autour de la science des données qui est en train, qui est peut-être latente et qui serait absolument intéressante à développer autour des architectes. Et donc, en conclusion, ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est de dire que le travail de l'architecte, il sort un petit peu de l'analyse critique du monde construit, mais d'une certaine manière, il invente ou il permet de concevoir des méthodes qui, en fait, transforment le mode même de condition et de construction de cette production architecturale. Merci à vous. Donc, sur l'intervention de Laurent, un collègue, vous allez essayer. Avoir une question pour David par rapport au dernier modèle sur la question de la créativité. J'entends, j'ai bien vu les grandes experts sur le côté, mais j'aurais une question sur le résultat des images, parce qu'on a l'impression qu'on se situe toujours dans le même monde, c'est toujours les mêmes représentations, un peu, voilà, avec une sorte d'ambiance qui est toujours les mêmes, les couleurs sont toujours les mêmes. Et est-ce que c'est satisfaisant en tant que modèle créatif? Est-ce que la créativité, je me demande si elle est vraiment présente? Ouais. Ou est-ce que c'est juste une proposition de combinaison? Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Hein. En fait, en fait, ce qui est pertinent, c'est pas du tout le résultat visuel. Ce qui est pertinent, c'est la question du rapport entre les composants, la diversité des composants et puis leur assemblage. C'est vrai que, à mon sens, sur cette question du réemploi, euh, les architectes n'ont jamais été entraînés à dessiner à partir de quantités de matériaux réduites. Et donc, d'essayer d'imaginer quelles sont les règles ou quelles sont les échelles qui sont à prendre en compte lorsqu'on dessine à partir de ces gisements un peu hétéroclites, c'est la difficulté. Alors, dans ces modèles, on est simplement dans des sortes de prévisualisation sur ce qui peut être produit en assemblage, mais pas du tout de regarder finalement les images en tant qu'image, où là, je suis d'accord avec toi sur des choses assez, peut-être pas assez intéressantes. Et on vous remercie d'avoir participé à cette première journée du colloque.